parler de mon expérience comme agriculteur qui utilise des trognes depuis un certain nombre d'années. Parce que d'abord, il y en avait sur l'exploitation que j'ai acheté il y a 30 ans. Et que ces trognes, elles ont trouvé une place au même titre que d'autres ressources. C'est une ressource parmi d'autres. Des trognes, nous on avait surtout un canal, je dirais on est en altitude, on est à plus de 1000 mètres, à 1080 pour le centre de l'exploitation, sur 20 hectares, un troupeau d'une centaine de bêtes, des brebis tonnet marteaux, qui s'adaptent très bien à des milieux composites, c'est-à-dire quand on dit composite, c'est que il y a des parcelles de prairies, mais il y a aussi des parcelles de bois, des parcelles de landes, et du coup, les bêtes ont l'habitude de disposer d'une végétation très diverse. Elles vont piocher dans de l'herbe, au même titre qu'elles vont piocher dans un arbuste et dans un arbre. C'est-à-dire, c'est le caractère rustique d'une race comme tonnet marteau qui donne un peu cette souplesse. Après, quand on met les bêtes en production, comme moi je le fais en termes de 2 agnelages par an, un agnelage au printemps, un agnelage à l'automne, et du coup, il y a 2 périodes de forte demande pour les mères, qui sont le mois de juin, mai-juin, et le mois de septembre, octobre-novembre, qui sont des mois où il y a vraiment une ressource nécessaire pour faire du lait, en particulier pour les agneaux. Voilà. Hier, j'ai parlé un peu des aspects, un peu les contraintes un peu nutritionnelles par rapport à ces besoins des animaux, où il y a des périodes un peu de risque, et parce que chaque bête réagit différemment à ce qu'on leur donne finalement, et que l'arbre, d'une manière générale, est important comme un moyen le feuillage est un moyen de ralentir le transit, de ralentir les échanges essentiellement. Donc à travers les tanins des feuilles d'arbre, mais la feuille d'arbre elle-même a une valeur nutritionnelle équivalente à une prairie. Il n'est pas question de dire qu'on donne la feuille d'arbre comme on donne une fibre, comme on se nourrit pour dire bon, on va manger des légumes. Non, les feuilles d'arbre, en particulier les feuilles de saule, feuilles de frêne, ont une valeur équivalente à une luzerne en termes de nutriments azotés et de choses comme ça. Donc c'est pas un moyen de restreindre les bêtes d'une manière ou d'une autre, c'est que par le biais des feuilles des arbres, il y a une plus grande régulation de l'alimentation. De même, quand on a quelques parades, quelque part quand il y a des phénomènes d'acidose, c'est-à-dire de toxémie des bêtes liées à une accumulation un petit peu de sucre rapide, des fois on donne un peu de grains, des fois on donne un peu de plein de choses, et du coup les toxines s'accumulent. Et il y a toujours un moyen pour évacuer, justement pour quelque part stabiliser la panse des animaux. Ça c'est l'éleveur qui parle. Après, quand je me trouve face à ma ressource, il y a des choses faciles à mettre en œuvre, il y a des choses plus difficiles. Et par exemple, tous ceux qui font de l'élevage ici font des parcs. Avec les brebis, c'est un peu plus compliqué parce qu'on met des filets. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. Mais ça permet de structurer l'espace d'une manière très, très souple. Et finalement d'intégrer à l'intérieur des parcs soit des zones boisées, soit des zones uniquement herbacées, et donc de jouer sur la ressource aussi. Alors moi j'avais des trognes anciennes sur mon exploitation. Ces trognes offrent, du fait de les avoir remises en production, c'est-à-dire de les avoir
taillé à peu près toutes les vieilles trognes ont été taillées dans l'espace de 10-15 ans. Et maintenant, il y a sur les différentes espèces présentes, que ce soit saule, frêne, peuplier, il y a des rotations qui vont de 3 à 5 ans pour revenir sur ces trognes. La facilité d'utilisation, elle est évidente parce que progressivement, j'ai rétabli un peu les hauteurs de taille. C'est pas toutes, malheureusement, mais au début, j'avais tendance à tailler trop haut pour, dans l'esprit de laisser un maximum de troncs où il y aurait des réitérations. Puis en fait, je me suis rendu compte que dans notre région, alors préalpes sèches des Hautes-Alpes, on a quand même des sols qui sont des sols thermophiles, méditerranéens, de montagne, et que les plantes, des fois, ont des vrais stress hydriques, et que si on laisse des troncs de trogne trop hauts, la reprise est faible. Par exemple, j'ai essayé l'année passée une ragosse de chêne de 4 mètres, et la ragosse les mondes a mal repris. Elle a repris, mais insuffisamment. C'est-à-dire que la reprise de feuillage sur le tronc était assez faible, et surtout en partie haute. Et j'en ai conclu, alors je peux me tromper, mais que pour nous, selon certains sols, il faut adapter la hauteur en fonction de la vitalité du sol. Et ça me semble être une piste un peu pour, même des fois, comme on a souvent des arbres qu'on transforme en trognes, mais dans des zones d'accumulation de pierres. Par exemple, c'est ce qu'on appelle, nous, des clapiers, où les pierres des cultures sont accumulées. On n'a pas idée de où l'arbre va puiser ses nutriments, où il va chercher, on ne sait pas ce que ça vaut. Des fois, il y a un bel arbre, il trouve en dessous plein de choses, mais des fois, ça peut être un sol très minéral en dessous sans beaucoup d'humus. Et du coup, là, en trognant, il vaut mieux trogner assez bas pour stimuler l'arbre sur une courte hauteur. Parce qu'on sait que le flux de sève le flux de sève élaboré sera peut-être pas très important. Donc, il vaut mieux que le maximum de bourgeons redémarre dans la partie basse. Si on laisse trop de hauteur, ce sera plus hypothétique. Donc c'est un peu aussi le moyen, je trouve, quand on a des arbres à droite à gauche qui ont une faible production, qui végètent un peu, c'est le moyen de les remettre en scène. Et ça, c'est une vraie réjouissance, en fait. Parce que ces arbres sont disposés un peu partout. Je veux dire, moi j'en ai sur mes 20 hectares. Il y a bien sûr, comme on parle toujours en SAU, il y a une quinzaine d'hectares de surface sans arbres. Mais tout le reste, il y a 8 hectares où en fait les arbres sont présents, à droite, à gauche. Et chaque année, je les revois, je les revisite parce que je fais un parc à cet endroit, j'y amène les bêtes. Et c'est l'occasion soit de tailler un arbre qui n'est pas en trogne et de dire l'année prochaine, il va démarrer en trogne, on verra bien ce que ça a donné. Soit, si c'est déjà une trogne, de dire est-ce que c'est le moment de tomber les quelques branches qu'il y a disponibles, parce que les bêtes, il faut savoir que si on leur donne des feuilles d'arbre à peu près depuis le mi-juillet jusqu'à fin octobre, je dirais, elles sont toujours demandeuses. Les bêtes n'exercent pas. On ne peut pas dire que peut-être une autre ressource ce serait différent, c'est-à-dire que des fois on voit très bien que quand on met des brebis sur des pelouses naturelles au printemps, on sait très bien que le brome, il ne sera pas mangé. Pourtant, on les met quand même, les bêtes. Mais on sait qu'elles n'y touchent pas. Et pourtant, c'est l'essentiel de la pelouse. Les arbres, ce n'est pas le cas. Je veux dire, à partir du moment où on peut dire que la trogne ou l'arbre arrive à partir du mois d'août, mi-juillet même, eh ben, les bêtes vont manger systématiquement à peu près tout ce qu'on leur donne. Donc ça, c'est le moyen pour moi, en tout cas, de assez périodiquement leur donner des feuilles au pâturage.
Voilà, et c'est quelque chose que je fais de plus en plus sans trop me poser de questions. C'est quelque chose qui donc s'inscrit dans la durée. Ce qui m'a beaucoup motivé quand je me suis attaqué à ces arbres, c'est de pouvoir valoriser les branches par ailleurs. Et cette valorisation, parce que en fait, je vois que moi j'avance un peu sur plusieurs fronts, et que quand j'ai commencé à vraiment exploiter les branches, je me suis doté d'un broyeur pour pouvoir faire du BRF. Donc ça, c'était une satisfaction. Parce que globalement, on ne sait pas quoi faire de la moitié à peu près du volume. On ne sait pas comment le transformer si on n'a pas de quoi broyer. Moi, je sais que longtemps j'ai fait des fagots, mais ça prend un temps fou et c'est pas vraiment à ma portée en termes de temps de travail. En termes de temps de travail, il faut des choses relativement faciles. Et je le dis pour tout le monde. Le temps de travail sur une exploitation est vraiment quelque chose de précieux. Et on ne peut pas dire on va travailler 24 heures sur 24. Au bout d'un moment, le soleil se couche, il faut bien y rentrer et faire autre chose, ou se coucher. Et donc, quand on envisage d'utiliser ces trognes ou ces arbres ou tout ça, il faut que ce soit dans un temps de travail relativement bien, pas trop long, et que le travail soit apporté et relativement évident et sans trop de difficultés. Et donc moi, dans je dirais dans ce déroulement de ce qui s'est passé, c'est que je me suis doté d'un broyeur dans l'optique non pas seulement de faire du BRF, mais de m'en servir pour améliorer mes sols. Alors, ça a été acheté aussi un épandeur qui convienne, et dans un premier temps, j'ai épandu le broyat de BRF sur les sols. Et parallèlement, je mettais aussi du fumier des brebis. Le résultat était moyen. Je ne peux pas dire que c'était à la hauteur de ce que j'espérais. Il y a des livres entiers sur le BRF qui parlent de ça, des chantiers fous et tout ça. Moi, je ne peux pas dire que j'ai eu des résultats fantastiques. Par contre, j'ai une production de champignons assez régulière à l'automne. Partout, à peu près, où ça a vraiment développé l'aspect champignon des sols. Mais pour le reste, c'est quelque chose que je vois plutôt sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faudra encore du temps, du semi-direct partout, pour globalement installer de plus en plus de plantes sans bousculer le sol, quoi. Et que je fais aussi un peu de sous-solage pour décompacter des sols qui sont irrigués et où il y a un peu de compaction, il y a du ruissellement, un peu d'érosion. Mais pour le reste, on fait ça sans labour. Et c'est vrai que l'arbre, dans ce cas-là, il intervient beaucoup plus loin que son emplacement. Il intervient sur toutes les parcelles de culture aussi. Et c'est de ça qu'il s'agit, puisque à la fois l'arbre, de par ses racines, il va maintenir un milieu humide et très tamponné. Mais c'est vrai que par le biais du BRF, on peut introduire du carbone et des champignons beaucoup plus loin dans nos parcelles. Donc moi, c'est un peu ce qui m'a guidé et ce qui continue de me motiver à faire tout ce que je fais. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, l'année passée, j'ai eu une très belle expérience. Donc on a fait sur l'exploitation un stage avec Agribio 05. Et l'idée, c'était de modifier une forêt de pins qui a été très détériorée par le vent, où il y avait pas mal de feuillus qui avaient fini par pousser. Et du coup, l'idée, c'était de trogner les chênes. Il y avait des érables de Montpellier, il y avait un peu de peuplier, d'autres érables aussi, érables sycomores. Et donc de travailler en trogne et de travailler en plessage. Dans l'optique finalement des milieux qui sont classés
essentiellement ligneux. Par la PAC, il n'y a pas de ressources. Et cette année, j'ai eu un contrôle PAC, et le gars est passé, et effectivement, les plessages avaient commencé à faire pas mal de feuilles, et il y avait un milieu qui n'avait rien à voir avec ce qui était décrit dans ce qu'il avait sous les yeux, qui était un milieu sans herbe et sans rien à manger. Et donc il est parti avec un grand sourire, et il a dit, mais c'est incroyable, je vais quand même le classer en ligneux, mais il y a vraiment quelque chose, quoi. C'est pas seulement, c'est une ressource. C'est pas seulement une forêt de production, quand on voit ce que c'est que les plantations de pin noir chez nous, sur des marnes, c'est pas brillant. Donc voilà, c'est pour dire que l'arbre nous invite à de l'imagination, et cette imagination, elle est très productive, mais pas seulement en matière, elle est productive en imaginaire, en joie cachée, tout le temps. Voilà. Est-ce que tu manges des champignons? Oui, on mange des champignons. Alors il y a les champignons reviennent toujours au même endroit, vous le savez, pour certains, pour la plupart je pense, mais pour certains en tout cas. On a du pied violet et on a du coup des coins à pied violet qui sont essentiellement liés à ça, quoi. Ouais. Oui, ça oblige à chercher. Le problème, c'est qu'avec les champignons, vous savez très bien, si on commercialise des champignons, il faut être sûr de ce qu'on commercialise. Et quand des fois on n'est pas sûr à 100% que ça va plaire aux autres, quoi, hein. Quand on sort des morilles et des quelques espèces que tout le monde apprécie, quoi. Voilà. Mais ça ouvre au domaine des champignons. Moi, je dois dire que je m'ouvre à ce règne. Hein? Le BRF que tu étendais, c'était sur des cultures ou sur des prairies? Alors, moi j'ai un gros problème avec l'aspect culture et prairie. Parce que quand je fais une parcelle de culture, par exemple ça va être seigle, vesse à l'automne, seigle, vesse, ça peut être une avoine d'hiver en même temps, le résultat, je veux dire, ça peut devenir une céréale, où je ramasse le grain, ça peut devenir le résultat peut être riche en herbes de prairie. Selon, par exemple, cette année, c'était une catastrophe en termes de céréales, parce qu'on a eu des coups de froid sur les céréales. Du coup, ce qui restait, c'était plutôt une ressource en herbe. Il y avait un sous-couvert en trèfle. Et du coup, c'est surtout sur des parcelles comme ça que je mets du BRF. Effectivement, des parcelles que je fais en semi-direct. Sur prairie, je mets relativement peu de BRF. J'en ai mis une fois sur prairie naturelle. Alors comment je fais? Il faut bien voir que quand je vais tailler un arbre, il y a deux solutions. Soit on taille un arbre et les bêtes vont pâturer en dessous les feuilles, donc les feuilles des branches. Soit vous taillez un arbre et on amène les branchages à l'endroit où sont les brebis. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et à ce moment-là, souvent les brebis, elles peuvent être dans une parcelle de prairie. Et comme on a les branches qu'on étale sur le sol et on fait rentrer les brebis après dans la parcelle, on retrouve les squelettes des branches au milieu de la parcelle. Donc au lieu de ressortir les branches et d'aller exploiter le BRF ailleurs, ben on met le BRF là où il est, hein. Je veux dire, on amène le broyeur et on pulvérise le broyat là où étaient les brebis. Ce qui est pas mal, parce qu'en fait, souvent, les brebis passent pas mal de temps à l'endroit où il y a les branches. Elles ont tendance à déféquer. Il y a pas mal de matière organique à cet endroit. Et avec le BRF en direct, ça fait des choses intéressantes. Mais on procède par tâche. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il y a une tâche à un endroit, une tâche à un autre. Et pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Il n'y a pas d'homogénéité. Mais ça permet d'observer, en fait. Ça permet de voir ce qui se passe dans ce cas-là. Il faudrait noter surtout. Je pense que c'est ça le problème, pour se rappeler. On en a parlé. Il faut noter, il y a des trucs qui... Oui, ça c'est depuis 2 ans, je note beaucoup plus.
D'autres questions? Denis, est-ce que tu as envie peut-être de... Vous faites des choses ensemble, est-ce que tu veux compléter un petit peu? On a fait des formations ensemble, mais sur le fait de noter, je l'ai présenté tout à l'heure. Ouais. Tu veux en parler? Vite fait. Bon, Denis, à toi. Cet outil Landfiles, il a été conçu par un fils et frère d'éleveur qui est dans le Haut-Doubs, en vache laitière, donc il a grandi là-dedans. Donc il sait ce que c'est qu'un éleveur, et il sait qu'un éleveur, il n'est pas forcément devant son ordinateur ou sur son téléphone, même si le monde est en train de changer aussi avec ça. Mais en tout cas, c'est un outil qui permet de faire une sorte de réseau social, si on veut, parce qu'il y a plein de fonctionnalités différentes. On peut avoir simplement le carnet de ferme. Vous pouvez simplement prendre une photo, remplir un petit formulaire, date de l'observation, etc., etc. Et puis 5 ans plus tard, ça aura d'un coup énormément de valeur. Ça peut être ça peut être une manière de suivre des parcelles spécifiquement. Vous pouvez référencer une parcelle et vous pouvez la suivre comme ça au fil des années en fonction des différentes rotations que vous avez fait, des amendements que vous avez apportés, des parcours de pâturage que vous avez imaginé, que vous avez fait, que vous avez raté aussi, pourquoi pas. Et puis il y a ce côté animation de groupe, et c'est là où l'agriculture aujourd'hui, je crois qu'elle est fondamentalement collective, sinon elle va pas, le changement va pas aller assez vite, je dirais. Donc c'est le fait de construire des groupes et de partager des choses sur des objectifs communs et des observations communes ou des protocoles communs en fait. Donc cet outil, voilà, il est complètement en émergence au sens où on voit passer beaucoup de choses sur Facebook, des choses passionnantes, on voit passer beaucoup de choses sur WhatsApp, et la capitalisation, elle est où? Elle est un peu dans les têtes évidemment, mais la convivialité pas forcément très très grande, et il y a surtout tout un savoir qui se perd au moment où il se produit, quoi. Donc cet outil-là, il sert à ça en fait. Il sert à ce que tout le monde ne fasse pas les mêmes erreurs et les mêmes réussites sans savoir forcément pourquoi. Dans toute la France ou dans toute l'Europe, enfin, contentons-nous de parler de la France, l'intérêt c'est qu'en fait tout le monde fait la même chose, et de le faire savoir dans des groupes, je dirais maîtrisés évidemment, souverains, puisque chaque groupe maîtrise lui-même les règles du jeu en fait. On peut aussi avoir des groupes fermés si on a envie de rester dans un groupe de travail, quoi. Donc voilà, en fait, c'est un outil qui est complètement à s'approprier et qui est libre et qui est gratuit aussi, mais qui est fait pour vous, en fait, les agriculteurs. Voilà ce que je peux dire. Moi, Tu t'es pas présenté, Denis? Ah oui, Denis Aspo, donc moi je suis administrateur à l'Association française d'agroforesterie. Donc voilà. Puis avec Bernard, on a fait des formations. Dominique est allé faire une formation Tronc chez Bernard, qui a fait des formations fourrage ligneux. Enfin voilà, l'idée c'est de faire tourner tout ça. Alors je m'appelle Florian Kaminski, je suis maraîcher bio, donc sur la même commune de Romain, donc à la Chapelle-du-Bas, entre Grenoble et Chambéry. Donc j'ai mis en place il y a 15 ans un système agroforestier au niveau de mes cultures légumières pour lutter en fait contre les insectes et beaucoup d'ennemis qui pouvaient nous embêter au niveau de nos cultures. Et il y a à peu près 3 ans, 4 ans, on a créé un groupe de travail sur l'espace Beldon. Donc un groupe de travail qui a pour but de valoriser l'arbre dans nos systèmes agricoles. Et il y a 1 an, on a créé un GI2E en fait pour donner corps et nous donner des moyens pour avancer dans notre groupe de travail. Donc on est à peu près entre 6 et 10 agriculteurs, et on a créé un GI2E en fait pour nous permettre l'accès à certains matériels comme des outils pour planter, des outils pour tailler. On a aussi des projets au niveau des formations pour aller se former, donc pour apprendre le greffage, la taille. Et on a aussi un projet de pépinière collectif. Donc voilà, en gros. Je sais pas si tu veux. Un GI2E, c'est un groupement d'intérêts
économique, écologique et environnemental. Donc, voilà. Et donc c'est un groupement qui peut intégrer des agriculteurs, mais pas que. Ça peut être aussi des nuciculteurs, ça peut être des exploitants forestiers, des scieurs, ça peut être vachement large en fait. Alors du coup, on est accompagné par un animateur de l'espace Beldon, et on a aussi un technicien, Romaric Vincent, qui est là pour nous aider dans nos fermes, parce qu'en gros, au niveau des agriculteurs, on est donc il y a les producteurs laitiers, il y a les petits fruits, il y a une personne en volaille, il y a une autre personne en brebis, et après il y a moi en maraîchage, et il y a aussi la châtaigne aussi, ouais. Donc voilà. Je sais pas si Et alors, peut-être vous pouvez nous parler de l'intérêt que vous avez eu à vous mettre en groupement comme ça. C'est quoi la plus-value du GI2E? Je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour, on parlait d'arbres entre nous, on avait différentes façons de voir les choses, et ça nous a permis de nous retrouver tous autour d'une même table et de donner corps à ce collectif. Et de chacun faire avancer ses idées et pouvoir partager les uns avec les autres. On a tous des rythmes qui sont propres à nos exploitations, nos stades de développement. Pour certains, l'arbre a une position plus centrale dans un enjeu productif, d'autres c'est plus une approche par la biodiversité, d'autres c'est un pari sur l'avenir en vue d'un changement climatique ou une diversification future sur leur ferme. Donc c'est enrichissant à tout point de vue de nous retrouver tous à pouvoir échanger les uns avec les autres. Vous échangez juste de vos expériences ou vous faites des chantiers ensemble? Alors on fait un peu les deux. En fait, alors il y en a qui ont pris de l'avance dans le système agroforestier, et il y en a qui arrivent, qui veulent monter le projet. Donc on va tout le groupe, on va essayer de développer le projet en fait de chacun, et en parallèle on va aller faire la visite d'autres fermes qui travaillent en agroforesterie, et on va aussi mettre en place des ateliers pour être en fait c'est un but d'être autonome au niveau de l'arbre dans nos fermes. Donc on va aller chercher et trouver des formations pour qu'on puisse être autonome et que chacun puisse rentrer dans sa ferme et pouvoir planter un arbre, le tailler, l'entretenir, en faire des trognes. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est plus axé, on est moins axé sur la trogne. Je pense que alors déjà on est dans un territoire où tout a été coupé. Alors ça a été un des gros problèmes du début, c'est qu'en fait sur l'espace Beldon, il y a énormément de forêts, et donc du coup notre premier problème en créant notre groupe d'agroforesterie, c'est les élus qui nous ont dit mais nous on cherche plus à lutter contre la forêt, et puis après on s'est heurté face aux agriculteurs qui comprenaient pas en fait tout simplement pourquoi on veut mettre un arbre dans un champ. Donc c'est vrai que nous au départ on est rentré dans le système agroforestier, c'est plus au niveau de l'arbre fruitier. Et la trogne, ça fait quelques années qu'on en parle. Alors on n'a pas forcément la même approche. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a plus un regard sur l'arbre fruitier pour l'instant. Et parce qu'en fait la trogne, il va falloir qu'on commence pratiquement depuis le début. Il y a quelques arbres qui vont pouvoir être repris, mais sinon nous il va falloir qu'on plante directement des haies pour après former une trogne. On a tout à démarrer. Moi, je me fais le relais d'une question du coup qu'on vient de vous poser à l'oreille. Du coup, mon voisin ici présent aimerait savoir du coup qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie et quelle est la plus-value sur votre exploitation. Qu'est-ce que ça apporte sur votre exploitation? Alors l'agroforesterie, c'est l'implantation c'est ma définition, c'est l'implantation
l'arbre dans un système agricole. Alors pour moi, l'agroforesterie, c'est l'implantation de l'arbre en fait dans un système agricole. Et l'intérêt, je pourrais l'illustrer comme un bon sens paysan, parce que l'arbre, il a souvent été chassé, et en fait, c'est pratiquement, de mon point de vue, la pièce maîtresse en fait donc l'arbre, par exemple, moi dans mes cultures maraîchères, ça va m'amener à de l'ombrage, et donc avec le changement climatique, c'est quand même très intéressant. Donc ça peut être autant l'implantation d'arbres en plein champ, mais ça peut être aussi de la vigne, de la culture de vigne sous serre, pour pouvoir lutter contre ces températures. Voilà. Et après, l'arbre dans un système agricole, c'est la gradation des sols, hein, via toutes les feuilles qui vont tomber. Et puis ça peut nous faire remonter l'eau. C'est des ponts mycorhiziens, donc voilà. Moi, je voudrais juste compléter Flo sur la définition de l'agroforesterie. Je crois qu'un même arbre, il va pouvoir, au cours de son existence, ne pas faire partie du système agricole, et puis demain devenir dans un système, rentrer dans un système agroforestier. Je crois que ça porte surtout sur un regard auquel on lui porte, on considère comme partie prenante du système. À partir du moment où je l'inclus dans ma prairie, et où il va pouvoir être pâturé par les animaux, apporter de la feuille à un moment donné, déjà c'est une première étape d'agroforesterie, quoi. C'est un terme très large qui définit simplement une place dans un système agraire, quoi. Une place de l'arbre dans un système agraire. Donc rien de nouveau, nos systèmes sont tous agroforestiers finalement, au sens premier du terme. Après, c'est bien prendre en compte, affiner le regard qu'on peut avoir dessus et comprendre les interactions qu'il a dans notre système pour chercher à les stimuler et à aller plus loin dans l'utilisation qu'on peut avoir de ces arbres. Des utilisations donc, qui peuvent être multiples. Nos réflexions, elles sont sur notre ferme. L'arbre, il va pouvoir trouver différentes places. Ça peut commencer par l'arbre fruitier, le pommier haute tige, le noyer sur un talus, dont on va pouvoir exploiter les fruits. Ça peut être également le bois, l'arbre qu'on va trogner en vue d'une production de bois de plaquettes. Ou de la feuille fourragère. Ça peut être l'ombrage pour les animaux. C'est vaste. Ouais. Donc bonjour à tout le monde. Donc je suis Gaëlle Massé et je travaille au CPI1 Yonne et Nièvre. Donc il y a encore quelques mois, on s'appelait la SRPM, la station de recherche pluridisciplinaire d'Aimé. Et donc on est une association basée en Puisay. Je vous ai mis la carte, en fait, c'est sur les plages du bassin parisien, sur un territoire qui est en interface en fait entre le Morvan et le bassin parisien. On est sur les plages, donc sur toute une bande qui s'appelle la Champagne humide. On appelle ça aussi une zone agricole intermédiaire. Donc il y a du reliquat de bocage et des trognes un peu partout dans le paysage, dans les haies, mais aussi en plein champ. Et c'est une zone qui est particulièrement sensible au dérèglement climatique et qui a subi au XXe siècle et encore jusqu'à maintenant, ces dernières années, pas mal de remembrements et de transformation des prairies bocagères en zone de grande culture. Voilà, nous on fait de l'animation territoriale, de la facilitation de projets, et on construit, on partage les savoirs et on apporte un appui technique, méthodologique pour des projets locaux, qu'ils soient des projets agricoles, de collectivités, d'associations,
voilà, on veut accélérer les transitions écologiques et solidaires qui sont aujourd'hui plus que nécessaires. Et on transmet aussi, on capitalise et on transmet des savoirs et des outils. Et donc on a tout un pan de notre programme qui s'appelle bocage, trogne et agroforesterie. Mais l'objectif principal, c'est de faire des arbres champêtres et des réseaux de haies des atouts à long terme pour le territoire. Donc nos priorités, c'est d'avoir des approches collectives et territoriales, d'intégrer les usages des arbres au sein des systèmes agricoles et de viser la qualité sociale et environnementale de la gestion et de la valorisation des arbres, que ce soit pour des plaquettes ou attendez, je cherche le diaporama. Voilà, des plaquettes, intégrer les usages et la qualité sociale et environnementale de la production, donc à la fois sur des grosses machines comme ça pour faire des plaquettes, pour du chauffage, de la litière, pour des retours au sol, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les agris, et pour du fourrager aussi, puisque on a des besoins de rustine d'été en cas de défaut de paille. Voilà, donc des projets collectifs qui permettent de mettre des trognes sur le devant de la scène. Et voilà un paysage, voilà là où on est dans le bocage. Désolée, je réutilise un diaporama, ça vous met des images dans le... Voilà, donc on m'a demandé de parler de notre méthodologie de diagnostic partagé. Donc voilà, par exemple, ça c'est un départ en diagnostic partagé. On est sur un vieux chemin emblématique de côté patrimoine de cette trogne qui fascine et qui rassemble aussi une grande diversité de perspectives. Donc l'arbre tétard ou les trognes ou la cornue comme on l'appelle chez nous, c'est un arbre particulier dans les haies. Et donc les diagnostics qu'on propose, on les propose aussi sur des jeunes alignements où par exemple là on a une photo de la main de Dominique sur un diagnostic partagé qui voit tout de suite un nid sur une jeune trogne. D'autres verront ici la blessure qui est un intérêt pour la biodiversité, où va venir s'installer la biodiversité. D'autres vont voir la carie qui s'est installée. Et puis des techniciens de l'arbre vont voir une difficulté de mécanique sur cette jeune trogne qui a été créée un peu brutalement. Donc souvent, que ce soit avec sur des jeunes trognes ou des vieux alignements ou dans des haies, l'objectif c'est regarder l'arbre dans la haie, ensuite de regarder la physiologie des arbres et d'apprendre à déguiser le regard de l'arbre dans la haie, ne plus voir que des alignements de ligneux là qu'il faut entretenir, qui sont entre les champs, mais de commencer à regarder chaque arbre. Et cet arbre trogne, il attire le regard. La trogne, c'est aussi un très bon arbre pour apprendre à comprendre la physiologie des arbres, l'état sanitaire des arbres aussi, et c'est aussi un arbre cultivé et un arbre de culture, un arbre dont les usages étaient associés aux cultures propres à chaque pays, mais aussi à chaque système agroforestier, qu'il soit traditionnel et aujourd'hui actuel. Donc on organise des journées qui sont des journées soit au titre plus technique, soit au titre plus grand public, mais à chaque fois on invite tout le monde. On invite les agriculteurs, les propriétaires forestiers, propriétaires fonciers concernés par la zone qu'on a identifiée, soit un chemin, soit une ferme. On invite donc des agriculteurs, des élus locaux, on invite des techniciens qui s'occupent des bassins versants, les techniciens des Natura 2000, techniciens des structures naturalistes, et on regarde ensemble ces arbres.
Alors chacun, ils vont y voir d'abord, j'ai oublié les associations de randonnée, patrimoine, petit patrimoine rural, etc. Donc voilà, chacun va avoir un regard un peu différent selon si on est chargé de la voirie dans une commune ou si on est chargé de la valorisation du patrimoine et du tourisme, si on a un regard forestier, agricole ou naturaliste, ce sera différent. Ensemble, on regarde l'histoire de ces arbres, à la fois l'histoire culturelle, comment on est arrivé à avoir ces arbres à cet endroit-là en fait. C'est intéressant de s'intéresser à pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont encore là, à quoi ils étaient utilisés, quels étaient leurs usages passés, quelle a été la rupture ou pas, quel est l'objet, pourquoi on a créé la trogne, si c'est plus récent, on s'en souvient. Et ensuite, on regarde l'état sanitaire. Donc voilà, on a des grilles d'analyse qui permettent et on transmet ces grilles d'analyse aux personnes qui sont là pour inviter à regarder d'abord l'allure générale, le fait de l'arbre, ensuite le tronc, les zones de reprise à la base. Et ensuite, on regarde aussi les habitats biodiversité dans les trognes. Donc le travail qu'on a mené dans le cadre notamment de l'année des trognes nous a permis de travailler un outil et puis une grille d'analyse du potentiel habitat biodiversité. Et donc on arrive maintenant à le transmettre à travers une animation interactive où les personnes sont en groupe et analysent l'état sanitaire et l'habitat biodiversité des trognes. Au fil de la phase d'analyse, on transmet avec nos techniciens des préconisations de gestion. Et là, c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est mes préconisations de gestion, mais en fonction de quel usage. Parce que si on est face à des vieilles trognes ou alors des trognes mûres, exemple celle-ci, là on a des trognes bien mûres, et puis on a un grand alignement, donc dans ces cas-là, on a des échanges qui sont parfois qui supposent de faire une autre journée plus avancée, parce que les personnes qui s'intéressent au patrimoine, elles veulent conserver ces beaux chemins emblématiques qui sont cartes postales. Les agriculteurs qui sont en mesure de les couper ne peuvent peut-être pas le faire tout seul sans une bonne l'aide d'un technicien élagueur sur certaines trognes qui sont où il y a des branches qui sont un peu grosses, un peu trop mûres. Et puis concrètement, là si on veut tailler ces trognes, il faut toutes les tailler parce qu'il y a un enjeu de mise en lumière important. Et pour faciliter la reprise de trognes qui sont un peu vieilles, là c'est du charme, il faut une forte mise en lumière et donc il va y avoir beaucoup de bois. Qui s'occupe du bois, qu'est-ce qu'on fait avec ce bois et comment on organise un chantier, qui va couper, avec qui et comment et à quel coût. Et donc là, on est en dernière phase, après d'évaluer les coûts-bénéfices selon les types d'arbres, évaluer les coûts-bénéfices d'une reprise, d'une reprise là puisqu'on est en état de reprise, l'intérêt-bénéfice aussi sur des trognes plus jeunes, d'utiliser d'autres techniques pour faire une taille simple et alors après, mais si on taille la trogne, ça veut dire qu'on s'engage dans le cycle, donc sur quel cycle et quel plan de gestion on met en place. Donc est-ce qu'on va vers un cycle de 9-15 ans pour faire ce qu'on appelle chez nous de la charbonnette, du petit bois qui va être parfait pour monter en température des fours à pizza par exemple, des cycles un peu plus courts sur du sol pour faire du BRF pour la commune ou pour les habitants qui en auraient besoin. Donc voilà, donc l'intérêt de ces diagnostics partagés, c'est de partager les mêmes éléments, partager ces contraintes.
partager l'idée de ces trognes. Elles sont là pour multiples usages, multiples intérêts, à la fois du patrimoine, de la ressource, de bois, qui ne sont pas forcément pour les agriculteurs d'ailleurs, qui peuvent être pour les habitants du territoire. Un enjeu aussi de conservation d'habitat, biodiversité très important, puisque les zones de bocage avec des trognes, c'est les zones où on retrouve énormément de biodiversité. Et donc il y a un intérêt aussi pour le territoire globalement d'imaginer quelle valeur on donne au maintien et à la restauration et à la réactivation des trognes pour leurs multiples usages, et de voir dans un chantier qu'on évalue à 12 000 euros, où les trognes sont un élément privé, chez nous beaucoup, un élément productif privé du paysage. Quel prix qui est prêt à mettre le propriétaire, qui est prêt à mettre la commune, qui est prêt à mettre l'agriculteur, et comment on bâtit les budgets de la restauration et de la culture de ces trognes. Et donc c'est ce qui nous emmène maintenant vers notre projet qu'on lance là en ce moment, c'est la route des trognes entre Loire et Lyon. Et donc au fil des diagnostics partagés, qu'ils soient portés par un agriculteur demandeur, une commune demandeuse ou un endroit où on a identifié un hotspot intéressant, comment on valorise, on restaure, on entretient et on réactive des trognes, et comment on va les récolter au fil des décennies à venir. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. J'ai été un peu vite peut-être, c'est pas évident, je ne vois pas les visages. Non, mais c'est très bien, Gaëlle, tout le monde était très attentif. Et du coup, alors pour les questions, parce que je suis pas sûre qu'elle va les entendre sans le micro, donc soit le fil est assez long et je vous fais passer le micro, soit on relaie les questions. Mais alors, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, tu peux t'approcher, ouais, super. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des témoignages ou un historique par rapport aux trognes et les potiers qui sont en puisaye et les fours qu'on marchait avec les fagots à un moment donné, vu que je sais qu'il y a plein de potiers en puisaye? J'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y a un historique ou des témoignages de potiers en puisaye qui auraient utilisé ces trognes ou qui les auraient taillés, mis en place, replantés? Oui, je peux répondre? Ah oui. Oui, donc il y a Abel Saïd qui vous salue bien. Oui, donc on a édité un bouquin qui a été rédigé par Alice Devain, que je salue, et je salue tout le travail qu'elle a mené dans les années 80, puis dans les années 90. Elle a recueilli de nombreux témoignages sur les trognes et leurs usages, notamment potiers. Et on a parmi nous, on a un groupe qui s'appelle les Veilleurs de Trognes. On a parmi nous Dominique Lyon, que connaît bien Dominique Mention, qui est potier et qui fait des feux de trogne aussi. Donc on a enregistré son témoignage d'ailleurs l'an dernier. On n'a pas encore fait le montage. Et puis là, on a un groupe de femmes. On pourrait faire un roman sur les femmes et les trognes. On a un groupe de femmes potières qui va faire un feu de trogne. Donc l'idée, c'est de réactiver ces liens entre agriculteurs, forestiers et potiers autour des trognes. Et on a créé une SIC parallèlement sur notre territoire qui s'appelle la Société coopérative d'intérêt collectif, la Charbonnette, en hommage notamment à cette taille spécifique des branches de trogne qui était utilisée pour les fours à potier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais il y aurait un livre à écrire avec Dominique Lyon si quelqu'un a envie.
C'est un puits de savoir. D'autres questions? Qui, pour la petite histoire, est issu d'une vieille famille potière, puisqu'il s'agit de familles potières. Bon voilà, il y a toujours des nouveaux potiers, mais voilà, il y a des vieilles familles potières qui maintiennent le métier. Alors on a l'animation derrière toi, c'est assez drôle du coup. Oui, enfin, certains d'entre vous le connaissent déjà. Alors, je ne sais pas si tu as entendu la question de Dominique, qui te demande qu'est-ce que ça a changé de devenir CPIE. Est-ce que tu as entendu? Oui. Du côté des trognes, de manière générale, c'est une certaine reconnaissance qui implique pour nous un surcroît de sollicitations. Ça, c'est certain. Par rapport au trogne, du coup, ce qui est intéressant, c'est de découvrir le réseau des CPIE et de rencontrer l'ensemble des personnes qui, au sein des différents CPIE de France, connaissent les trognes, les arbres têtards, ont des activités qui sont peut-être parfois plus sur une entrée naturaliste, parfois plus sur une entrée gestion. Et donc, la semaine prochaine, d'ailleurs, on a un groupe de travail national et on va lancer l'idée de faire un groupe bocage et trogne au niveau des CPIE. Donc voilà, ça c'est ce que ça change, c'est le réseau des CPIE qui s'intéresse aux arbres champêtres et qui s'intéresse aux trognes. Merci. Est-ce que, du coup, il y a une autre question? Sinon, c'est beaucoup de travail, hein, quand même. Alors, on a une autre question pour toi. Non, c'était savoir si vous avez des retours ou s'il y a des communes qui se sont engagées dans la restauration de leurs trognes. Comme vous en avez parlé, elles sont souvent sur des terrains privés. Comment envisager une collaboration de la commune avec ses propriétaires privés en vue de restauration de trognes sur un territoire? Ben c'est exactement là où on en est. Donc on a réalisé un chantier l'hiver au début d'année 2021 là, où dès le départ la commune était intéressée sur l'entrée de faire un chantier à vocation expérimentale et pédagogique. Et c'est une commune où il y a sur ce territoire, il y a un chantier d'insertion avec une bonne compétence de bûcheronnage. Et donc on avait une boucle. Donc c'est une boucle qui fait 4 km total. Et sur les 4 km, il y a 3 km 500 de trogne. Donc on a commencé donc cette technique de diagnostic partagé, hein, une journée d'information, balade, etc. Et après on a mobilisé différents élus. À partir il y avait un élu moteur sur l'environnement. On a mobilisé l'élu voirie, agriculteur. On a identifié ensemble les propriétaires des parcelles et donc des arbres. Et donc on a fait différents tronçons, parce qu'à l'issue de la première journée, on a bien compris qu'il y avait des tronçons qu'il fallait surtout pas toucher, parce que sinon on allait se mettre à dos la moitié des assos et les anciens sur un chemin dit emblématique, on va dire. Et puis par contre, on a trouvé un tronçon donc où la commune était intéressée pour enlever des embâcles, en fait, enlever des arbres qui étaient tombés. Et puis nous, on avait identifié qu'il y avait des gros enjeux de restauration, puis des choses un peu techniques intéressantes. Donc ce premier tronçon, il a été, on a fait un marquage ensemble, et c'est le chantier d'insertion avec un appui technique de notre assos qui a réalisé la restauration. Et donc ça a été financé par la commune, qui a financé le travail du chantier d'insertion. Et on a identifié un autre tronçon, et là l'autre tronçon, c'est l'agriculteur qui a
cofinancer le travail avec le chantier d'insertion. Et le bois a été utilisé en plaquettes par l'agriculteur. Et nous, on a effectué sur ce tronçon des relevés dans le cadre d'un programme de la fac agroforesterie qui nous permettait d'effectuer des relevés de données biomasse sur ce tronçon. Donc, en fait, on a comment on travaille avec les communes. Ben là, c'est la première expérimentation. On en a une autre qui est engagée où là la commune, il y a un enjeu de voirie, de sécurité de voirie. C'est le propriétaire qui nous a sollicité, mais le propriétaire, il n'est pas fermier. Donc on a fait une première journée de diagnostic partagée avec la commune, un des deux agriculteurs concernés, mais le moins concerné, mais le plus motivé, les propriétaires et des naturalistes. Et on a fait une première estimation du chantier. Et là, on va voir dans le cadre de l'atlas intercommunal de biodiversité qu'on commence. Donc on est sur un territoire qu'on a labouré en termes de questions de trogne, bocage, ça fait très longtemps qu'on travaille là. Et donc on a inscrit dans le cadre de l'Atlas intercommunal de biodiversité un inventaire des trognes et donc sur cet alignement-là, on va pouvoir travailler avec l'intercommunalité. On en est à la phase d'évaluation des modalités de chantier parce que c'est assez compliqué, il faut couper la route, il faut dégager des lignes téléphone, sachant qu'en ce moment on est en train de passer l'internet en aérien sur les fils téléphones pris dans les trognes. Donc il y a pas mal d'enjeux, mais du coup ça va coûter assez cher et on espère bien que la collectivité va pouvoir se mobiliser. Et on a, plutôt que le chantier d'insertion viendrait là non pas sur l'entièreté du chantier, mais pour offrir une très forte capacité de déblaiement de la route, de débardage de la route, puisqu'il faut la couper le moins longtemps possible. Et on a une piste sur un chantier école pour un BTS, un brevet de technicien d'élagueurs grimpeurs, qui sont des élagueurs grimpeurs où un des formateurs est aussi veilleur de trogne, sensibilisé à l'enjeu de traiter les trognes comme des trognes et non pas comme des arbres à port libre qu'on voudrait élaguer, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En gros, c'est de l'animation territoriale, des petits pas. D'abord, on va voir. Après, on trouve les bonnes personnes, les personnes les plus concernées. Ensemble, on regarde concrètement comment on organise on pourrait organiser un chantier. On évalue les coûts-bénéfices. Du coup, après les coûts, on va chercher les ressources. Et là, la phase où on va essayer de passer, c'est d'arriver à avoir de l'argent au titre de la conservation du patrimoine de biodiversité. Super, merci. Du coup, ça donne des idées pour faire aussi des choses de ce genre par chez nous. Et mais on n'a pas un retour énorme en chantier impliquant les communes. Voilà, là c'est le deuxième, quoi. Hein. Et les communes étaient bien volontaires, du coup Ah mais on y va avec des communes. Voilà. En fait, la condition, on vise un chantier là où il y a opportunité de le faire. On a une autre commune qui est intéressée. C'est un alignement de sol tétard qui a été, comme on dit, savaté. Et on a fait une première journée là et l'agent communal, le responsable des services techniques qui travaille depuis 30 ans dans la commune, il n'a pas le souvenir de la date à laquelle ça a été fait, mais c'est sur une zone humide, une carissée, zone humide qui a été achetée par la commune et qui souhaite la valoriser. Et donc là,
il y a 2 alignements, 2 fois 10 arbres à peu près. Et la commune est volontaire. Maintenant, c'était la première journée, donc et il faut au moins une deuxième journée un peu plus technique avec les personnes concernées pour savoir comment elle va s'engager, quoi. Ok, Mais super. voilà, on y va pas à pas. Et faut compter, je pense, faut compter 2 ans en fait entre la première journée et la réalisation du chantier. Ok. Je sais pas si... Ah ouais, il y a une question de Sylvie, du coup. Je sais pas si tu peux... Ouais. Oui, tu voulais. Ouais. Ma question, c'est pour Gaël, comment ils ont réussi aussi au niveau culturel et appropriation, avant ces chantiers techniques mis en place, qui c'est une deuxième étape, comment ils ont réussi à faire reconnaître la Trogne, ses savoirs paysans. Je me rappelle que vous avez parlé d'affiches dans les arbres. Ouais, alors du coup, ta question était longue, je sais pas si... Ouais. T'es sûr que tu veux pas venir la poser directement? Je pense que je risque d'en oublier. Bonjour Gaëlle. Bonjour, désolée. Non mais là, tu vas mieux m'entendre. J'aimerais bien que tu témoignes de comment vous avez réussi petit à petit à faire prendre conscience à la population, aux élus. Là, vous êtes dans la phase opérationnelle, la SIC est en place, le CPIE est en place, les premiers chantiers sont en place. Avant, vous avez essayé de faire des actions de communication. Je me rappelle de vos affiches dans les trognes. Il y a le travail de Romuald de l'an dernier autour d'une trogne mise en valeur. Ça aussi, sur l'aspect culturel, c'est quelque chose dont on a parlé pendant les 2 jours, sur comment, quelque part, d'un savoir ancien très paysan, très banal, on essaye de le magnifier pour que les gens se l'approprient aussi. Et sur votre territoire, vous avez beaucoup bossé. Il y a aussi ton réseau de veilleurs de trognes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Donc on a commencé à travailler sur les trognes. On avait travaillé, l'association avait travaillé sur les trognes il y a longtemps, puisque Alice Devinck avait commencé à recueillir les témoignages et faire un gros travail de mémoire sur les usages des arbres têtards dans les années 90. Mais voilà, on n'avait pas travaillé plus que ça. Mais il faut avoir en tête quand même que le logo de notre pays, qui est dissous, qui n'existe plus, mais en 1992, quand on a créé le pays, c'est l'arbre tétard qui a été choisi comme emblème du pays à l'époque. Hein. Donc il y avait quand même déjà un substrat d'identité culturelle. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 90, sauf qu'on est en 2020. On est en très grande banlieue parisienne, hein, c'est un peu comme dans le Perche. On a énormément de nouveaux habitants, des néo-ruraux ou des habitants à mi-temps, qui eux n'ont complètement aucune idée de ce que sont que ces arbres. Et dans le milieu agricole, on a fait travailler un stagiaire et les conclusions du stagiaire, c'est que il y a un attachement fort des paysans qui ont des arbres têtards à leurs têtards. Donc ça, c'était un point important. Donc ensuite, ce qui est important, voilà comment on a fait, on a l'habitude un peu entre guillemets de faire du développement rural et le développement rural, c'est du long terme. Donc on s'est rendu compte à travers une journée technique, c'était en 2017, on avait fait une journée technique sur le bocage, la gestion du bocage, qui est l'entrée qu'on a choisi de privilégier pour maintenir le bocage. En gros, il faut lui donner une valeur, et notamment une valeur économique. Ça veut dire qu'au moins on ne perd pas d'argent quand on entretient les haies. Et donc on a fait une journée dans ce cadre d'un programme sur le bocage. On a fait une journée sur les trognes et on avait 40 personnes en plein après-midi, que des techniciens, des agriculteurs et des élus. Et donc on s'est dit, bon, faut y aller, on va sur les trognes. Et donc on a monté un programme qui s'appelle T'as vu nos trognes. Et T'as vu nos trognes, il y avait 3 axes. Et le premier, c'était mettre les trognes sur le devant de la scène. Et
mettre les trônes sur le devant de la scène, c'était faire en sorte que tout le monde sache, parle, quoi, qu'il y ait plein d'initiatives qui émergent sur les trônes. Et quand on a lancé le programme avec aussi un autre axe qui était de développer les savoirs sur les trônes et transmettre les savoirs. Et les savoirs, c'est pas seulement la connaissance, c'est aussi des gestes, c'est tous les savoirs dits paysans qui se transmettent par le faire et qui ne se transmettent pas à n'importe qui dans n'importe quelle condition. Et on a créé une page Facebook qui a permis de créer une petite communauté. Et effectivement, on a créé un groupe d'élagueurs grimpeurs. Et avec eux, pour mettre les trônes sur le devant de la scène, on a attaché des banderoles sur les bords des routes qu'on laissait pendant 3 semaines à peu près. Une grande banderole rose, fuchsia dans le vert des trognes, et qui interpellait avec un grand point d'interrogation. « T'as vu nos trognes ?» Point d'interrogation. Et voilà, on a amené plusieurs activités. On a fait venir Dominique, on a fait venir plein d'autres personnes. On a mobilisé un groupe qui s'appelle les Veilleurs de Trognes. Et on s'est rendu compte que dans ces veilleurs de trône qui se sont investis comme veilleurs de trône, parce qu'au fil des journées d'animation, on indiquait, si vous voulez, il y a un groupe qui s'appelle les veilleurs de trône, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'artistes qui venaient dans ce groupe veilleurs de trône, qui étaient fascinés par ces arbres-là, qui ont beaucoup fasciné des artistes. Donc on a mobilisé des personnes qui ensuite se sont saisies du sujet. Et on a commencé avec T'as vu nos trognes, et puis avec l'année des trognes, on en a profité aussi pour créer avec des artistes des événements ou des activités. Donc on a Pierre Marty au Mai qui a créé un parcours dans le bocage et puis qui a magnifié une trogne du domaine sur lequel on est installé. On a Christelle Laguerre qui a créé un dispositif pédagogique qu'elle adapte maintenant à différents publics, qui est basé sur le dessin, au fusain. Et on a trois théâtreuses qui ont créé une pièce qui s'appelle Quelques pas dans les mondes, inspirée des échanges qu'elles ont pu avoir au sein de notre association avec d'autres veilleurs de trognes, et inspirée du bouquin de Dominique, et donc qui est une pièce de théâtre c'est de la déambulation théâtrale en plein air. Et enfin, on a des céramistes qui se sont saisis de l'objet trogne, et on a vu des trognes apparaître dans les vitrines des potiers céramistes. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Mais c'est du long terme. On a commencé en 2017, la première journée technique trogne, et la troupe de théâtre, la pièce de théâtre par exemple, a été créée l'été dernier. Super, donc Sylvie valide sur le fait que tu aies bien répondu à la question. On a un timing à respecter, sauf si tu as des choses à ajouter. Je propose qu'on cède la parole à Lou avec... Ouais. Merci beaucoup pour ton intervention, Gaëlle. Tu n'étais pas avec nous physiquement, mais tu es quand même bien avec nous dans nos cœurs. Rapidement, en 2019, c'est les deux associations Arbre et Paysage 32 et la Maison Botanique qui se sont saisies de l'idée de monter un programme national pour fédérer diverses structures qui s'intéressaient déjà au trogne depuis plusieurs années, qui avaient plein de choses à proposer. Donc là, vous avez un aperçu du nombre, je crois que le nombre exact de ces logos, c'est 42, mais ça, bon, pas important, parce que sûrement qu'il en manque un ou deux, vu le nombre de gens qui ont été impliqués dans ce programme, pour des opérations plus ou moins grandes, des petites animations comme des grands programmes. Il y avait des associations, des chambres d'agriculture, des particuliers, enfin voilà, ça a rassemblé une grande diversité de personnes et de structures. En réenchaînant facilement, vous voyez ici cette formidable carte qui vous montre que les événements promis par l'année des trognes se sont étalés sur l'entièreté du territoire, ou presque. Bien sûr, il y avait, c'était pas partout, mais enfin il y a eu une couverture assez importante.
La plupart d'entre vous ont été investis d'une manière ou d'une autre dans ce programme, donc je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais simplement cette diapo pour vous montrer que l'idée c'était d'aller du grand public qui ne savait pas ce que c'était une trogne aux techniciens bocage ou aux communautés de communes qui avaient envie de développer ça sur leur territoire. Donc ça a impliqué une grande diversité de types d'événements, à la fois des animations très grand public avec des enfants, des balades, des conférences, mais aussi des chantiers participatifs et techniques, et notamment des formations. Il y a eu 2 grands cycles de formation avec l'Association française d'agroforesterie et Gaia Consulting qui ont touché de nombreux territoires et agriculteurs. Des chiffres, tout bêtement, mais voilà, 122 événements. Vous voyez ici un impressionnant nombre de personnes touchées qui est réel, hein, donc 5000 en présentiel, mais il y a une réalité qui est aussi celle des événements web, parce que bien sûr il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc ici vous avez une idée du nombre d'événements par type d'événements, et on voit que les conférences web ont eu une quand même grande importance, ce qui a permis à quelques structures et dans la mise en réseau de réaliser l'intérêt aussi de toutes ces mises en réseau par le distanciel. Les personnes ont surtout été touchées par des expositions du fait de leur accessibilité, mais on peut remarquer quand même que les conférences ont eu un grand succès sur l'entièreté des événements, avec, voilà, comme je le disais, une grande importance des événements en ligne, notamment un cycle de conférences YouTube avec 6 intervenants différents qui à partir du 2e confinement, qui a un peu remplacé un certain nombre d'événements qui auraient dû avoir lieu en présentiel. C'est presque fini déjà, mais pour parler de photos et d'images, il y a eu un petit concours photo avec des livres comme récompense qui ont permis de faire participer pas mal de particuliers, de gens sur leur territoire qui avaient envie de montrer leur trogne. Donc vous avez ici les 10 gagnants. Je vais vous montrer les 3 lauréats avec un premier prix qui en plus qui peut nous rappeler la neige d'aujourd'hui. Un 2e prix qui évoque vraiment la productivité de la trogne, et c'était un des axes du programme de ne pas voir la trogne seulement dans une contemplation, mais d'oser à nouveau la tailler et la rendre productive en fait. Ce qui était d'autant plus difficile dans les événements grand public, où on était plutôt vite dans une fascination esthétique, et l'idée c'était vraiment d'allier les deux ici. Et sur cette photo aussi, c'est le côté productif, la quantité en fait de broyat, et en même temps le côté esthétique de cette courbe de couleurs qui a accédé cette photo accédé à la 3e place. Voilà, donc c'est fini. Je veux simplement pour vous dire que sur le site internet qui a été créé dans le cadre de ce programme, tout simplement appelé trogne.fr, vous avez tous les événements qui ont eu lieu, qui sont référencés par lieu, par structure, les comptes rendus de nombreux événements, les photos du concours photo, des références, des livrets en PDF. Donc voilà, il est quand même assez riche. Il pourra certainement servir encore plus tard dans divers développements autour des trognes. Et voilà, c'est tout. Je remercie Paola pour le bilan de l'année des trognes, parce que ce n'est pas moi qui ai fait les graphiques. Je ne veux pas me donner des lauriers que je n'ai pas. Et voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, je peux y répondre si je peux. Mais c'est pas sûr que je puisse. C'est juste pour dire que les journées nationales donc, auxquelles on participe là, en cette année 2021 auraient dû se dérouler en 2020 dans le cadre de l'année des trognes. Et Covid oblige, on a pris cette décision de reporter. Donc voilà, quelque part, c'est un petit peu l'événement qui vient clore cette année des trognes. Et on est très content d'avoir pu le mettre en place finalement après quelques péripéties. Et du coup, est-ce que tu as des choses à ajouter? Peut-être un mot sur la carte, mais après le groupe national Trogne, peut-être. Ouais. Donc là, oui, dans la continuité donc de ce bilan des trognes, de l'année des trognes, une des actions aussi qui s'est réalisée sur cette année des trognes, c'est la mise en place d'un groupe national trogne qui réunit tout un tas d'acteurs qui s'intéressent aux trognes d'une manière ou d'une autre, qui mettent en place des actions de valorisation, de sensibilisation. Et on a organisé déjà plusieurs réunions on a d'autres personnes dans la salle qui font partie du groupe national Trogne, et je pense que c'est bien que chacun vienne témoigner un petit peu aussi de ce qui s'est passé aussi au cours de ces réunions. En tout cas, on est assez rapidement
tomber d'accord sur l'idée de mettre en place des projets communs pour valoriser les trognes un peu partout en France, pour mutualiser les connaissances, les outils, et diffuser aussi ces connaissances, essayer de référencer tout ce qui existe sur le territoire national, et mettre, un des objectifs, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition aussi cette connaissance. Donc on a réfléchi à différentes pistes. Après, je ne sais pas, du coup, Dominique, si tu veux aussi en dire un mot, Bruno. Donc... Oui, vous voyez que c'est quand même une histoire qui, bon, on va dire qu'elle a démarré il y a une bonne vingtaine d'années. Donc on est sur du temps finalement pas très long par rapport à l'histoire d'une trogne. Mais il faut ce temps-là pour que les choses s'enracinent profondément. Et on est loin d'être arrivé, je veux dire, à ce que l'ensemble de la population sache ce que c'est une trogne, y compris et peut-être même surtout parmi nos gens cultivés, entre guillemets, ou qui se considèrent comme tels. J'entendais l'autre jour, je ne sais plus, c'était sur France Culture ou France Musique, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle qui disait on s'offusque toujours quand quelqu'un ne connaît pas, je vais dire quelqu'un de très connu quand même, Rimbaud, etc. Enfin, et puis on n'est jamais choqué que quelqu'un ne soit pas capable de reconnaître un rouge-gorge ou un charme ou un chêne. Et il disait, tout ça, ça fait profondément partie de la culture. Eh bien, la trogne fait non seulement partie de la culture, mais elle fait partie de notre histoire fondamentale paysanne. Et je crois qu'il y a tout ce travail de fond à continuer. Et je pense qu'on va réussir à le faire par la ténacité, parce qu'il en faut beaucoup, et par cette valorisation dont parlait Gaël à un instant, par le travail magnifique que fait évidemment Sylvie, par la valorisation avec tous ces éleveurs qui aujourd'hui remettent en place des trognes avec ces usages. Donc c'est tout un regard, mais je pense que la trogne sera vraiment aura toute sa place et toute celle qu'elle doit avoir si elle est complètement transversale de tout ce qui nous touche au niveau de société, de l'avenir, du fait qu'elle soit à la fois un arbre qui peut être l'art particulier. Moi, j'avais imaginé des projets parce que vous savez, vous avez peut-être entendu parler des murs végétaux de Patrick Blanc. Patrick Blanc, que j'ai rencontré au Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire. Ces murs qu'on a fait au Musée des Arts Premiers à Paris, du Quai Branly, tout ça, c'est sous perfusion. Il faut le savoir. On n'a pas importé des plantes de pays exotiques, etc. Donc on fait des choses qui fonctionnent sous perfusion. J'ai pensé qu'on pourrait imaginer des systèmes de balcons avec des trognes, parce que les trognes, puisqu'on réduit le développement de l'arbre, on met des systèmes, on récupère l'eau des toitures, on taille ça fait du BR, et puis ça, on fait des bâtiments climatisés sous cette forme. Enfin, voilà, il y a sans doute plein d'idées avec le potentiel qu'ont ces arbres. Donc c'est ça, mais aussi c'est le regard culturel. Regardez, tous les musées ont des peintures avec des trognes. Si vous allez au musée d'Orsay, vous serez épaté. Au Louvre, moi j'ai un regard un peu tordu là-dessus, mais mais tout ça, ça raconte à chaque fois des histoires de présence, d'histoires de paysans dans le paysage pour des survies. Et nous, on est à un moment clé quand même de notre histoire humaine où il va trouver des solutions de survie, et ces arbres sans doute en font partie. Je ne dis pas que c'est la clé universelle, mais en font vraiment partie. Donc c'est ça que je voulais dire. Et pour toutes ces raisons-là, le groupe national a toute raison de s'étendre. Quand on voit les CPE qui se mettent à faire un groupe trogne, enfin tout ça, ça montre qu'il y a réellement une émergence, mais on est loin d'être arrivé à ce que ce soit vraiment une évidence pour le plus grand nombre. Quelqu'un veut rajouter une chose ? Oui ? Je ne sais pas. Gaël, tu veux rajouter quelque chose ? Alors, bon, avant que Gaël... l'idée autour de ça, parce que ça ne s'anime pas tout seul malgré tout,
Et nous, Maison Botanique, on a eu là un peu l'outrecuidance de s'appeler très tôt, depuis 1983, Centre européen des trognes, parce que je m'étais rendu compte lors du jardin au Festival international de Chaumont-sur-Loire, qu'il y avait plein de gens qui venaient de l'étranger au Festival des Jardins à Chaumont, et puis ils disaient mais moi, en Angleterre, il y a des trognes, en Italie, on a des trognes aussi, etc. D'où l'idée d'appeler ça Centre européen des trognes et du premier colloque européen sur les trognes de 2006. Donc, et tout ça, ce que je voulais dire, c'est que ça va demander une animation forte de quelqu'un qui déjà maîtrise bien l'anglais, ce qui n'est pas mon cas, hélas. J'aurais dû plus travailler à l'école plutôt que de regarder et de jouer dans les trognes. Enfin, il y a des erreurs qu'on fait dans sa jeunesse. Et donc, je pense quelque part que la Maison Botanique, et je le ressens par rapport à toutes les demandes de plus en plus pressantes, va devoir quelque part, je pense, faire le pas et d'être peut-être celle qui va apporter la personne qui sera un peu celle qui pourra animer ce Centre européen des trognes autour de l'équipe que vous avez vue ici déjà très motivée pour venir depuis Bourset durant ces 2 jours ou 3 jours dans la Matésine. Donc, et ça, c'est peut-être encore une sorte de vœu ou de rêve, mais je pense que, vu les demandes des uns et des autres, on n'est pas trop mal situé non plus géographiquement. Alors, c'est pas prendre la part du gâteau à Paysage 32, mais je pense que ça peut être parce que c'est grâce à P32 quand même qu'on a monté parce que nous, Maison Botanique, on a participé par mois, mais je pense que c'est peut-être un tournant pour, d'autant que Paola est partie, enfin j'ai l'impression qu'il y a peut-être un virage à prendre là, et je vais passer la parole à Bruno, justement. Oui. Moi, chaque fois que je viens à une manifestation sur les trognes de niveau national, il neige. Alors bon, déjà, ça fout le moral. Oui. Non, trêve de plaisanterie. La question qui se pose en général, c'est quelle politique nationale pour l'arbre? Et il va falloir homogénéiser. Donc, effectivement, vous le savez, il y a des structures pour ça, l'arbre champêtre, l'agroforesterie, bon, ok. Et pour la trogne, c'est intéressant aussi d'en avoir une déclinaison. Mais ça veut dire avoir une politique de l'arbre. Si on considère que dans tous les changements que nous subissons, il est notre salut, il va falloir que ça avance beaucoup, donc on est très très en retard. Donc vous imaginez bien que la trogne, dans ce retard, elle est encore plus en retard, parce que travailler sur l'arbre et sur la trogne, ça veut dire harmoniser la connaissance, harmoniser les pratiques et harmoniser les techniques, je dirais. On a bien vu même aujourd'hui que tout ça c'est très difficile et qu'on a besoin d'activer beaucoup de boulot. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi insister sur une chose. C'est vrai que l'enjeu économique de la trogne, c'est important. Hein. Comme je le disais hier rapidement et de manière assez synthétique, c'est vrai que l'idée de trogner, c'est augmenter et multiplier la capacité de l'arbre à apporter, à diffuser tous ses services et tous ses produits. Donc si on n'arrive pas à communiquer là-dessus, que si on fait de la trogne, c'est pas pour rien par rapport au fait de maintenir un arbre en port libre, c'est pas bon. Donc il va falloir expliquer qu'il y a des endroits où on a besoin de faire de la trogne, et justement parce que ça a un bénéfice réel et donc économique. Et donc ça c'est déjà une chose. Et quelque chose d'important aussi, c'est sous le vocable trogne, il y a au moins 2 ou 3 choses différentes qui procèdent du même principe certes, mais qui sont totalement différentes. La question de la trogne patrimoine, de l'héritage que l'on a, et de gérer ce patrimoine, c'est extrêmement important, mais patrimoine au sens où la trogne n'est plus vraiment active, elle n'est plus vraiment productive, mais elle est là, on en a vu aujourd'hui. Ce patrimoine, il est identitaire, il est culturel certes, mais il a aussi bien d'autres utilités, on le sait, carbone, biodiversité, nanana. Mais on ne peut pas traiter ce sujet-là de la même manière que l'on peut traiter le sujet de la trogne en tant qu'outil économique, comme je viens de le dire. C'est-à-dire la trogne qui est active, ou la trogne qu'on peut créer, et la trogne qu'on peut solliciter et faire jouer à plein régime son rôle. Voilà. Et il y a sans doute aussi les trognes qui sont entre les deux, qui sont à la fois patrimoine et à la fois toujours actives. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention que sous la trogne, il n'y ait pas que la figure esthétisante qui est tout à fait, et qui a d'autres qualités, je le redis,
c'est vrai, et de la trogne qui est utilitaire, etc. Et toujours rappeler que là, on ne fait pas de la trogne parce que c'est chouette. On fait de la trogne, si on doit faire des trognes neuves, parce qu'on en a besoin. Voilà, ça c'est le message que je voulais porter en conclusion. Gaël ? Merci Domi, pardon. Merci Domi pour ce que tu fais, parce que je suis quand même... Gaël, tu nous entends? On t'entend pas. Excuse-nous, on n'entend rien. Le 3. L'orange. Ouais. J'arrive encore moins à parler si j'ai pas deux, trois yeux, peut-être 4 plutôt que 3 d'ailleurs, qui me regardent. Donc le groupe national Trogne, donc on a fait une première réunion en début d'année 2021. Vous m'entendez? Oui. Vous pouvez mettre l'image, s'il vous plaît? Oui, on entend bien. Vous pouvez mettre l'image, s'il vous plaît? Ouais, alors... On a fait une première réunion en début d'année, et il y a 3 axes principaux qui sont sortis de travail, et un enjeu transversal, et vous en avez déjà parlé de cet enjeu transversal qui est celui de la communication. Communication interne entre structures qui s'intéressent aux trognes, communication externe pour placer la trogne à sa juste place dans les politiques, qu'elles soient agricoles ou biodiversité ou carbone ou tourisme, enfin bon bref. Et donc il y a trois axes de travail qui ont été lancés. Un axe sur la formation, l'élargissement des formations aussi, c'est pas seulement les formations pour les agriculteurs, c'est aussi pour les élus ou pour les techniciens dans les communes. Il y a l'autre de développer des inventaires et une harmonisation pour développer les connaissances. Et un axe d'interconnaissance sur le rassemblement, la mutualisation des ressources pédagogiques, de films, techniques, et l'interconnaissance avec un catalogue d'acteurs et une cartographie des acteurs. Et donc avec un enjeu transversal de communication. Donc sur le... Abaissez, s'il te plaît. Donc on a un centre européen des trognes, on a un site internet, trogne.fr, on a un dispositif qui est porté par Tela Botanica qui s'appelle Auprès de mon arbre, donc on a déjà quelques éléments, et on a Land5, donc on a 2 outils pour la capitalisation, développement des connaissances. Il y a Land5 et Tela Botanica. L'intérêt de Land5, c'est communauté agricole, tout à l'heure tu l'as dit, et on a l'outil Tela Botanica, vous en avez sans doute parlé pendant les 2 jours, qui est plus une entrée grand public. Au niveau de l'observatoire, côté recherche, on a actuellement 2 thèses en cours qui ont les trognes comme objet. On a 2 stages de Master 2 de haut niveau. Un sur une entrée biodiversité à Chizé, et puis un sur une entrée socio-écologie à AgroParisTech. Et donc on a au moins une recherche en cours au Muséum national d'histoire naturelle sur l'archéologie dans les boucles du bassin parisien, et puis une autre à Chizé. Donc c'est pas mal. Il s'agit maintenant de développer l'interconnaissance de tout ça, et d'avancer, à défaut d'avoir pour l'instant déjà une animation, parce qu'on a évalué, c'est au moins un mi-temps, mais il faudrait au moins un plein temps pour bien travailler sur cet enjeu de développer une approche pluriterritoriale, nationale, de travailler à la fois sur la politique de l'arbre, sur des aspects techniques, sur de communication grand public, formation, c'est assez énorme. Mais donc du coup, un des premiers pas
dans la politique des petits pas, ce serait d'abord définir le cadre de l'emploi de ce besoin d'animation de coordination, une fiche de poste et des moyens de le financer. Autre politique des petits pas, donc tout à l'heure Dominique t'en a parlé, une journée rassemblement à l'Arboretrogne de Bourset. Du côté des veilleurs de Trogne, CPE entre Yonne et Nièvre, on est au taquet, avoir une date. On a parlé dans la politique des petits pas de faire une journée nationale de la Trogne l'hiver prochain, entre la Sainte-Catherine et le printemps. On peut trouver une date. Du côté du CPE Yonne et Nièvre aussi, on est chaud bouillant et on est prêt à passer le mot à tous les CPE qui voudront le faire pour créer partout où on peut des trognes, une journée où on taille des trognes, quoi. Voilà. Et puis donc côté recherche et inventaire, ce serait bien de faire se rencontrer tous ces thésards et Master 2 groupes qui travaillent sur les inventaires et qu'ils soient de rechercher de la biodiversité dans les trognes ou alors faire un état des lieux des états zéro des zones de trognes dans les fermes ou ailleurs, de faire au moins une journée où les jeunes étudiants et jeunes chercheurs peuvent se partager leur premier de savoir collecter, voire produit au service des trognes, quoi. Donc voilà, que dire de plus? Moi, je vais faire un petit complément. Là, tu citais justement là, les outils d'inventaire participatif. Donc, Martin, hier, nous a fait une présentation donc, de l'outil participatif pour inventorier les trognes donc, qui n'existent pour l'instant qu'en Isère. Donc, c'était un partenariat avec Tela Botanica. Et il y a l'idée d'étendre cet outil participatif sur tout le territoire national en revoyant peut-être un petit peu aussi les champs de données pour intégrer aussi les aspects valorisation et pas forcément n'être que sur une entrée naturaliste, de pouvoir relever, collecter certaines données qui nous seront utiles après quand on voudra remettre en production des trognes, etc. Et puis, je crois que Lou voulait nous dire aussi un mot sur la carte interactive, puisqu'elle fait partie des 2 thésardes dont Gaëlle a parlé. Donc, puisqu'on l'a en chair et en os, c'est encore mieux qu'elle nous présente son travail. Oui, donc comme disait Gaëlle, il y a des besoins d'interconnaissance et notamment d'annuaires, tout simplement pour savoir qui travaille sur les trognes où. C'est un des besoins qui a très vite émergé quand la question du groupe national s'est discutée à la fin de l'année des trognes. Et dans le cadre de la thèse que je fais en géographie sur les mécanismes de mise en commun, disons très largement, par rapport à l'agroforesterie et l'arbre champêtre, je me propose dans la continuité du stage que j'ai fait pour l'année des trognes de commencer cet inventaire, ce catalogue, cette carte interactive, je ne sais pas exactement le nom, mais l'idée c'est que ce serait une page ou un outil, quelque chose qui puisse être sur le site trogne.fr, mais sur d'autres sites, où très concrètement, quelqu'un qui dans telle région se découvre les trognes et veut découvrir une association qui peut lui permettre de faire une sortie ou s'interroger, n'est pas à faire la course des mails, passer par la maison botanique, puis Dominique, puis voilà. Ce serait juste une espèce de petite carte traçage. Donc vous allez recevoir des mails de moi bientôt. Voilà. Reviens nous voir, Lou. Reviens nous voir. J'arrive. J'y vais. Voilà, c'était pour dire ça.